Bonjour et bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes sur Batimat 2024 et avec mes deux interlocuteurs, nous allons faire un premier bilan de la REP Construction Bois. Avec moi pour en parler, Dominique Cottineau. Dominique, bonjour. Bonjour Stéphane. Dominique, vous êtes le délégué général de l'UICB qu'on ne présente plus mais qu'on va présenter. L'UICB, c'est la seule organisation professionnelle uniquement dédiée à la construction bois et aux produits industrialisés de bois construction. Environ 300 sites industriels répartis en France et un chiffre d'affaires cumulé sur les activités de la construction bois de plus d'1 milliard d'euros sur l'année 2023. À côté de vous, monsieur Nicolas Douzin-Didier, bonjour. Bonjour. Nicolas, vous êtes le délégué général de la FNB, Fédération Nationale du Bois. Qu'est-ce que c'est la Fédération Nationale du Bois ? Fédération Nationale du Bois, c'est une fédération qui regroupe des entreprises engagées dans la récolte du bois et sa première et deuxième transformation. Voilà. D'accord. Et ensuite, on arrive à la construction. Voilà. Voilà, et parfois, nous avons certains adhérents en commun et des produits qui sont fabriqués par la deuxième transformation au sein de la FNB qui ne sont pas forcément chez nous au niveau des industriels, mais on est complémentaires et alliés. Il y a des passerelles complémentaires et alliés, et notamment sur la REP avec le PNCB. La REP, c'est quoi ? Et qu'est-ce qu'il y a de particulier avec la construction bois ? Alors, la REP, elle existe sur énormément de filières aujourd'hui en France. Elle a démarré avec certaines filières. Au sein du secteur bois qui a démarré de façon un peu ancienne, c'est celle qui concerne la partie ameublement. Et depuis 2023, on est concerné par la REP PMCB, produits et matériaux de construction du bâtiment. La vocation de cela est à avoir une meilleure collecte des déchets, éviter les dépôts sauvages d'une part, améliorer la recyclabilité et le traitement, l'exutoire des matériaux, et tout cela étant financé par ce qu'on appelle des metteurs en marché, c'est-à-dire que des acteurs qui introduisent un produit sur le marché pour financer tout ce qui relève de la collecte, de la valorisation d'une manière générale. Donc, bien entendu, les matériaux de construction, ils sont assez vastes et nous sommes concernés sur le produit bois. Nous avions, lors des travaux de construction, de préfiguration, travaillé pour répondre à la fois au questionnement des pouvoirs publics et leur faire des propositions. Nous avions travaillé avec la FNB de façon conjointe et coordonnée. À l'arrivée, on constate un certain nombre de problèmes et je pense que Nicolas pourra en développer. Mais le principal sujet est qu'aujourd'hui, on a des acteurs metteurs en marché qui ne sont pas forcément au bon endroit. Et puis finalement, des coûts qui se rajoutent, alors que la filière des exutoires, parce qu'on ne jette pas du bois en France. On peut voir des déchets de bâtiments sur le bord des routes, mais on n'a jamais vu de bois. Le bois, il est réutilisé, il a plein d'exutoires avec des systèmes de valorisation, et là aussi que Nicolas pourra développer. Donc aujourd'hui, parmi les principaux problèmes, on ajoute de la complexité, des coûts pour pas plus d'efficacité. Voilà. Alors que ça fonctionnait peut-être pas si mal avant. Ça fonctionnait déjà très bien auparavant. Voilà, on a un peu de on a rajouté de la complexité. Donc j'ai bien compris. Alors expliquez-nous, Nicolas, toute cette complexité et surtout comment on pourrait faire pour améliorer les choses. Le premier point, vous venez de le donner. Le bois est exemplaire en matière de traitement après déconstruction et des déchets de chantier qui sont valorisés. C'est un produit qui est réutilisé soit pour fabriquer du panneau de particules, soit pour alimenter des chaudières. Voilà. Mais on ne jette pas le bois et on en tire le maximum. Et ça, c'est quelque chose qui s'est fait depuis très longtemps, et y compris quand on veut construire avec une poutre ancienne ou des choses comme ça. Voilà, donc là la première difficulté, c'est qu'on est dans une filière où beaucoup d'acteurs interagissent et où, y compris jusqu'à l'étranger. Voilà. C'est-à-dire, y compris jusqu'à l'étranger, il y a des producteurs de bois, scieurs, premier, deuxième transformateur, qui sont en Allemagne, en Autriche, en Finlande et même encore plus loin pour certains produits. Donc en fait, la ramification en termes
d'approvisionnement est très large. Voilà. Et donc, quand la préfiguration de la REP a été mise en place, jusque 8 jours avant sa mise en place, la responsabilité était sur celui qui fabrique la charpente ou celui qui fabrique la fenêtre, le dernier maillon de la chaîne. Et puis des arbitrages politiques un peu nocturnes, sûrement, sont intervenus. Et 8 jours avant la mise en place, on a reçu un simple mail nous disant qu'on remontait tout ça au maillon du scieur, voilà, qui n'avait pas du tout été mis dans la boucle dès le début. Voilà. Voilà. Et qu'est-ce qui vous gêne là-dedans? Expliquez-nous, en fait, parce que c'est vrai que pour ceux qui ne sauraient pas tout à fait... La responsabilité, la REP, c'est la responsabilité élargie du producteur. Ça veut dire qu'on donne un signal prix à celui qui fabrique le produit neuf pour qu'il pense à ce qu'on va en faire en fin de vie. En fin de vie. Donc, les traitements qu'on met sur les produits, les connecteurs, la façon dont on va le démonter, voire de le réemployer. Voilà. Et quand on est un scieur, on ne sait même pas ce que va devenir le bois. Donc on n'a aucune action possible d'éco-conception sur ce produit. Alors que si vous fabriquez un parquet, c'est vous qui en déterminez l'épaisseur, la sous-couche, le vernis. Est-ce qu'il est écologique, pas écologique? Voyez. Et donc il vaudrait mieux que ce soit celui qui fabrique qui ait cette responsabilité. Comme c'est dans toutes les autres REP. Quand vous achetez une machine à laver, c'est le fabricant de machine à laver qui paye, c'est pas le fabricant de la carte mère en Chine et le fil électrique et la vis, etc. Vous vouliez réagir, Dominique? Oui, pour compléter le propos de Nicolas. Aujourd'hui, quelque part, les industriels de la FNB vendent à nos industriels des planches. Derrière de ces planches, nous allons faire des produits de construction. Du lamellé-collé, du CLT, de l'ossature bois, de la charpente, ainsi de suite. Ce n'est pas au niveau de la planche que l'éco-conception du produit, consistant à mieux utiliser la matière première pour en mettre moins, en mettre de façon plus optimisée. Nicolas évoquait le sujet des traitements, la quantité, la qualité des traitements qu'on va mettre, ainsi de suite. Ce n'est pas au niveau de la planche que ça se travaille. La planche, c'est la matière première. Exactement. Donc, en fait, la mécanique de la REP prévoit des assouplissements économiques sur ces sujets d'éco-conception. Et la façon dont ça a été construit pour le bois fait que ce levier-là, donc qui permet d'entrer dans la démarche vertueuse initiée de façon philosophique par la REP, cette démarche qui vise également à baisser les coûts et avoir une démarche vertueuse, elle n'est pas applicable pour nous, puisque nous n'allons faire que continuer à acheter des planches. Oui. Donc c'est ça la complexité. En fait, on a rajouté de la complexité là où il n'y en avait pas. Tout à fait. Voilà. Après, le deuxième point, c'est contrôler tout ça. Parce que dans le bois, on achète des mètres cubes de grumes, on vend des mètres cubes de sillage, qui deviennent des mètres linéaires, des pièces. Et donc, en fait, il y a des unités qui changent. Et donc, plus on remonte en amont, plus il y a de difficultés à contrôler le système. Et aujourd'hui, dans la REP, il y a au moins 30%. Alors, on trouve toujours des petits qualificatifs. Alors, ça s'appelle des free riders. C'est mieux en anglais. Oui, ça fait plus riche. C'est des tricheurs, en fait. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y en a 30% qui s'autorisent à être en dehors du système, ce qui rallonge aussi la facture pour tous ceux qui la payent. Et nous avons, puisqu'en fait la mécanique consiste à ce que l'application de l'éco-contribution sur le metteur en marché soit celui donc, qui produit du sciage. La plupart de nos industriels achètent aujourd'hui à la scierie française, donc payent l'éco-contribution au sieur, la répercutent dans leur transformation, mais des acteurs présents dans d'autres organisations ou sur d'autres périmètres de métiers achètent aussi à l'étranger. Et à ce moment-là, c'est eux qui sont censés être les metteurs en marché. Et c'est là où on trouve énormément
Il y a un trou dans la raquette. de freeriders, comme dit Nicolas. Donc en français, ça s'appelle des voleurs, qui ne s'acquittent pas de l'éco-contribution. Mais la mécanique de la REP consiste à considérer qu'il y a un centre de coût pour gérer toute cette gestion de ce qu'on va appeler des déchets, mais qui sont valorisables et valorisés, avec des coûts de transport, ainsi de suite. Mais vous avez un gâteau de dépenses, et puis vous avez un gâteau de financement. Et si, dans le lot, il y a 30 ou 40% du gâteau de financement qui échappe au gâteau de dégustation, on a forcément un trou dans la raquette. Et donc, ça coûte beaucoup plus cher à l'industrie française que ça ne devrait, parce que la constitution de ceci et les acteurs du marché ne jouent pas le jeu. Alors j'imagine que vous en parlez, hein, que vous avez des propositions. Quelles sont vos propositions ? Qu'est-ce que vous voudriez mettre en place pour que ça fonctionne mieux et qu'on n'ait plus ces voleurs, entre guillemets ? Alors, il y a le sujet des voleurs, mais il y a aussi le sujet de la constitution même de la REP. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les pouvoirs publics ont donné pour mission aux éco-organismes qui ont été agréés de répondre à énormément d'objectifs, de points de collecte, de gratuité des transports sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc c'est à la fois la collecte du déchet de chantier ou du déchet déchet de chantier en construction ou du déchet de déconstruction, puis de financer la préparation de ces déchets et puis de financer le transport de ce qui n'est plus un déchet mais qui devient une matière première secondaire pour les acteurs de l'énergie ou du panneau, comme l'évoquait Nicolas. Donc les pouvoirs publics ont donné une somme d'exigences, donc de coûts aux éco-organismes, en leur disant débrouillez-vous pour financer ça par la mise en marché. Et donc nous, aujourd'hui, on dit il y a des coûts qui sont beaucoup trop élevés, induits par les exigences, qui nous coûtent beaucoup trop cher. Et à l'arrivée, alors on a des véritables problématiques qu'on évoquait sur le secteur bois, mais à l'arrivée, ce sont des montants non négligeables qui s'imputent sur la construction, parce que ce sont également les plaques de plâtre, les éléments métalliques, chaque élément vient ajouter quelque chose. Et donc on rajoute un centre de coût sur le bâtiment qui va se récupérer sur l'ensemble des concitoyens qui vont acquérir un bâtiment ou le rénover, et qui finalement, notamment en ce qui nous concerne notre filière, n'amène aucun service en termes de valorisation des exutoires par rapport à la démarche qui était initiée, notamment dans un monde, et là aussi Nicolas sera plus à même de vous donner des éléments chiffrés que moi, où le produit qu'on dit déchet bois, mais qui devient une matière première secondaire, a une valeur économique. C'est-à-dire que dans nos scénarios de bouclage, et ça a été évoqué par une étude que la filière a financée, faite par Carbone 4, nous avons intrinsèquement besoin de la valorisation de ces déchets pour boucler le rapport usage-fourniture de la matière. Tout cela fonctionnait extrêmement bien, notamment sur un plan économique. Et aujourd'hui, ça devient perturbé par la REP. Et avec, qui plus est, une montée en valeur économique de ces produits issus de la déconstruction ou du déchet de chantier. D'accord. Vous parliez de quelques chiffres. Quels sont ces chiffres, par exemple ? Ce que vient de dire Dominique, c'est que la REP, elle fonctionne quoi qu'il en coûte. Et que quoi qu'il en coûte, c'est l'économie du passé, c'est pas l'économie du futur. Les citoyens, il y a un problème de pouvoir d'achat. Et donc, on doit avoir des outils d'économie circulaire qui soient aussi frugaux que possible. Voilà. Donc, donner des chèques à tout le monde, c'est facile. Payer la facture à la sortie, c'est plus compliqué. Alors, je vais vous donner des exemples très précis. Sur les barèmes de 2025, tels qu'ils sont programmés, sur des produits que tout le monde connaît bien, les revêtements de sol, le bois va payer 6 € du mètre carré. 6 € du mètre carré. 6 € du mètre carré, oui, ce qui est beaucoup. Voilà. Quand le PVC va payer moins de 1 € du mètre carré. Et donc, qu'est-ce qui explique cette différence ? Ça serait long à dire. Mais le principal, c'est que le bois étant bien récolté, a beaucoup de volume dans la REP, et comme le plastique est mal récolté, il y a une petite note à payer à la sortie. Donc en fait, le signal prix est exactement l'inverse de ce qu'on veut à faire. l'envers de la performance environnementale et écologique. Donc vous, ce que vous demandez, c'est quasiment l'arrêt de la REP telle qu'elle existe aujourd'hui pour les produits bois. Alors, on n'est pas totalement aligné sur ce sujet-là. Sur ce sujet. Donc, quand je dis on n'est pas totalement aligné, c'est que
on a le même objectif, mais peut-être que les moyens, la vision des moyens qu'on peut avoir divergent. La vision que l'on porte, c'est que c'est totalement disproportionné et totalement inadapté sur le secteur du bois. Après, si on pousse plus loin l'exercice, tel que Nicolas peut le faire, on considérerait que le produit bois devrait être exempté. Mais moi, je pense qu'en termes d'équité et constituant un produit de construction, qu'il entre dans une mécanique de REP, ça me semble légitime à l'endroit des autres camarades d'autres filières. Pour autant, la mécanique qui nous est imposée aujourd'hui est totalement illégitime. Voilà, illégitime, d'autant plus que vous payez beaucoup plus cher finalement par rapport à d'autres matériaux. Alors, sortir ou pas sortir, j'ai pas donné d'indication. Oui, non, mais par contre, quand le texte de loi a été porté à l'Assemblée, en 2019, à l'issue du Conseil des ministres, il était indiqué dans le communiqué de presse du Conseil des ministres, les produits les plus vertueux devront avoir un signal prix positif. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et donc, par conséquent, aujourd'hui, c'est une arme de distorsion de concurrence entre matériaux défavorables aux produits les plus vertueux. Donc, la première chose à rectifier, c'est que la REP ne soit pas l'occasion de créer des distorsions de concurrence entre les matériaux. Voilà. Et après, que les bonifications ou les malus soient faits aussi en fonction des qualités environnementales intrinsèques du matériau. Et non pas seulement sur la fin de vie. C'est comme si on s'occupait que des EHPAD et pas de toute la vie. Tout ce qui se passe avant, de la crèche et de l'école. Enfin, sur ce sujet de distorsion de concurrence qu'évoque Nicolas, c'est particulièrement vrai sur des types de construction. On en prend une qui se veut dans une démarche vertueuse, c'est l'obligation qui est créée aux surfaces commerciales et de bureaux d'équiper les parkings d'ombrières photovoltaïques. Aujourd'hui, le delta imposé entre le bois et d'autres possibilités qui vont être métal ou béton, mais on va dire essentiellement métal, fait que quelque part, nos acteurs sont pénalisés sur ce type de marché. Les projections de barème qu'évoquait Nicolas sur les barèmes 2025 font un écart de 1 à 10 sur du bâtiment de type logistique ou industriel, ou un bâtiment tel que celui-ci, avec des poutres lamellées collées, qui aujourd'hui est fait avec une structure métallique, qui pourrait tout à fait être réalisée avec une structure bois lamellée collée, par exemple. Eh bien, on a un écart de 1 à 10 au coût du mètre carré. Donc, à un moment, ça devient significatif et constitue in fine une distorsion de concurrence entre matériaux. Véritable distorsion de concurrence. Là, on a eu une période de flottement au niveau du gouvernement. On a un nouveau gouvernement qui est nommé. J'imagine que vous allez porter ça. Comment vous le portez et est-ce que vous espérez voir les choses changer? Est-ce que vous avez eu une écoute, une oreille attentive? Je crois que les pouvoirs publics sont particulièrement mal à l'aise d'entendre dans les campagnes, par les industriels, la réalité que j'ai décrite tout à l'heure. Un rapport de 1 à 10, c'est totalement excessif et non acceptable. Voilà. Donc on a demandé une réunion de crise aux deux ministres, notre ministre de tutelle à l'agriculture, mais la ministre en charge du dossier, c'est Mme Pannier-Runacher, et on leur a demandé une réunion de crise pour tracer ensemble un constat partagé en vue de porter des solutions. Oui. Mais si on ne fait pas le constat qu'on vient de faire à l'instant, on va tourner en rond dans une mécanique administrative. Loi, un fonctionnaire, à partir du moment où le décret ou l'arrêté est publié, on l'applique. Il récite le chapelet. Voilà, donc ça veut dire que des directives doivent être données pour que chacun y retrouve son compte et de façon logique d'un point de vue du signal prix environnemental. Le mot de la fin, Dominique. Ben, je rejoins ce que vient de dire Nicolas, c'est-à-dire qu'il y a 1 an, nous rappelions les craintes que nous avions à la mise en place de la REP. Aujourd'hui, on a un bilan de 18 mois. On a une trajectoire qui se précise au regard de ce qui vient de se passer depuis 18 mois.
et ça devient aujourd'hui totalement inacceptable. Donc cette réunion de crise, ce bilan de crise qu'évoque Nicolas, c'est effectivement ce qu'il nous faut faire avec des éléments factuels. Il y a un an, nous avions peu de recul, pour autant nous savons que ce que nous craignions arrive. Ce que nous dénoncions était justifié. On a le bilan, on a une trajectoire consolidée. Ce n'est pas acceptable. Voilà, réunion de crise et puis après on verra. Donc rendez-vous sur le plateau de Batijournal pour nous dire où vous en êtes la prochaine fois. Avec plaisir. Merci à vous d'être venus sur le plateau de Batijournal, donc nous expliquer les difficultés que rencontre la filière bois avec la REP et la mise en place de la REP. Un temps d'échange, une émission à retrouver sur notre site sur notre site Batijournal TV et sur les sites de notre partenaire que sont le Codifab. Merci à vous. Merci Stéphane. Et je voulais profiter de cette dernière émission pour féliciter encore une fois Nicolas à la réalisation et Oriane à l'organisation, puisque c'était parfait comme d'habitude. Merci beaucoup. Merci.